On a la chance en cette rentrée d'accueillir une jeune auteure, voilà, une petite nouvelle, avec un roman qui s'appelle Anastérie, qui est ici. Voilà, un roman de fantaisie avec un peu de politique dedans et pas mal de débats et pas mal de choses très intéressantes dans une nouvelle collection qui s'appelle Bad Wolf. C'est le premier titre de cette collection Bad Wolf, dirigée par Audrey Alouette. Avant de commencer, peut-être qu'on te découvre et que tu nous dises un petit peu quelles sont tes influences, ton terreau culturel à toi. Alors, mes influences, j'ai toujours du mal à dire parce que j'ai l'impression c'est déjà pas forcément des écrivains et pas forcément des écrivains qui font le genre de choses que je fais. J'ai pas un auteur où je me suis dit oh ça m'inspire à fond, je voudrais vraiment faire ce genre de truc là. J'ai des démarches qui m'ont inspirée et alors je vais enfoncer les portes ouvertes en citant Shakespeare, mais c'est pas juste parce que c'est le grand écrivain Shakespeare, c'est vraiment une manière d'aborder les personnages, la narration, de mettre de l'humour dans le drame ou des détails comme ça. Ça va être des gens comme Delacroix dans la peinture, ça va être Dylan dans la musique. C'est des gens en fait qui je pense ont un certain état d'esprit dans différents arts et qui sont souvent quelque chose d'assez à la fois intellectuel, mais pas avec cette espèce de distance et de froideur intellectuelle qu'on peut avoir souvent dans les approches très intello, qui vont être par exemple dans le cas des écrivains très axés sur les personnages, avec des personnages vraiment très réalistes ou en tout cas très cohérents dans leur univers, avec quelque chose de très immersif. Donc ça, c'est des démarches qui m'intéressent. Et sinon, en littérature, j'ai l'impression d'avoir quand même été surtout influencée par la littérature générale, même si je lis pas mal de fantaisie. Au niveau des approches narratives, quand j'ai commencé à écrire de la fantaisie, j'en avais lu très peu. J'avais lu Eddings, dont je suis également très fan, même si ce que j'écris n'a absolument rien à voir avec ce qu'il fait. J'avais lu Tolkien, j'avais lu vraiment des gens un peu évidents à l'époque où j'ai commencé à en lire. Et j'ai vu quelques films, mais pareil, c'était des grands classiques. Et ces univers m'ont intéressée alors même que je baignais pas dedans. Je pense que ce qui m'a toujours intéressée dans la littérature de l'imaginaire de manière générale, c'est que ça permettait d'aborder des sujets, on va dire pas forcément politiques, mais en tout cas socioculturels, sans être dans une espèce de contexte précis auquel on va tous penser en se disant ah bah oui c'est ce contexte politique, c'est ce contexte social, et arriver avec tous nos a priori, même si on essaie de pas en avoir, on est toujours un peu biaisé. Là, comme on est dans un monde imaginaire, tout de suite, même si on voit ce que l'auteur fait, je pense que par exemple Guy Gabriel Kay, qui est un de mes auteurs préférés, dans sa série Les Lions d'Al-Rassan, il part très clairement des conflits entre juifs, catholiques, musulmans. C'est à l'époque où l'Espagne redevient, je sais pas si aussi, redevient musulmane, avoir été c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. Merci. Et donc bref, c'est toutes ces racines de guerre de religion, et évidemment qu'on sait en le lisant, mais même en le sachant, c'est un sujet sur lequel, même si on ne veut pas, on est tellement biaisé. Le fait d'être dans les littératures de l'imaginaire, ça nous aide vraiment à prendre du recul. D'être dans les littératures de l'imaginaire, d'avoir quelque chose d'assez intellectuel, mais en même temps avec des personnages très forts, parce que c'est toujours la grande histoire par la petite, en fait, dans ces livres. Et ça, c'est un truc... Pour le coup, c'est un auteur qui m'a peut-être un peu influencé, même si j'ai écrit Anastérie avant d'avoir lu ses livres. Et voilà, c'est des approches que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que les littératures de l'imaginaire m'intéressent particulièrement. Alors, parle-nous un petit peu d'Anastérie et de la genèse. Peut-être tu peux nous présenter l'univers et l'histoire. Alors, l'univers, au départ, c'était un univers médiéval fantastique, enfin d'ailleurs plus médiéval que fantastique, parce qu'il y a très peu de magie dedans, très classique. C'est assez particulier, parce que c'est le premier roman que j'ai écrit. Je l'avais commencé, enfin je l'avais pas commencé, je l'avais écrit complètement il y a une quinzaine d'années, donc j'avais plus de 20 ans. Et en fait, c'était vraiment, enfin je sais pas, de mon souvenir, j'étais en stage de recherche, parce que je viens du milieu scientifique. J'étais en stage de recherche aux États-Unis, j'ai fait un vague rêve avec une histoire de marais, machin et tout, et je trouvais l'ambiance c'était trop cool. J'ai voulu vraiment là-dessus. Et c'était un peu l'impro, et ma première version, en fait, bon, je crois que je ne sais pas si j'ai péché par excès de modestie ou excès de prétention, en fait, parce que j'étais, on m'avait dit, ouais, t'écris bien, machin et tout, moi j'étais toute contente, moi j'écris bien, je vais faire un roman dedans. Et à côté de ça, j'y suis allée sans trop me prendre la tête, en faisant quelque chose en me laissant un peu porter.
Et au final, donc bon, les gens qui l'ont lu, ils ont peut-être été un peu gentils avec moi, je ne sais pas, mais j'avais quand même eu des retours assez positifs. Et c'était, il n'y avait pas vraiment, ça se voulait à la fois un peu intellectuel, mais en même temps, il n'y avait pas de propos très clairs. La narration était très classique, parce que je lisais énormément de littérature française classique à l'époque, et je pense que j'avais un peu pris des plis un peu datés, on va dire. Et bon, c'était bien gentil, mais voilà. Et ça avait quand même vaguement intéressé un éditeur à un moment, mais bon, ça s'était pas concrétisé. Et je l'ai repris plusieurs fois, et en essayant de me dire, bon bah voilà, c'est bien joli de dire, je sais écrire, je vais écrire une petite histoire, parce que pourquoi pas, mais en disant, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de raconter au public, quelles sont les questions que j'ai envie de poser. Donc j'ai un peu intellectualisé dans un second temps. Et il y a eu plusieurs réécritures, et la dernière réécriture a été quand Audrey Alouette, donc, qui est une autrice de fantasy, il y a plus de light fantasy, très très léché au niveau littéraire, très très chouette, et elle a lancé le label Bad Wolf. Et à la base, c'était un label qui se voulait d'auto-édition, par les auteurs pour les auteurs. Donc il y avait Christophe Arleston aussi, donc auteur scénariste de fantasy, d'un bande dessinée, donc très connu. Et en fait, on se connaissait un peu professionnellement, on s'aperçut tous les trois qu'on écrivait des romans de fantasy. Et on a voulu lancer ça en se disant que ça pourrait faire un label, sachant que voilà, Audrey avait une expérience éditoriale, Christophe également. Voilà, on se disait on va peut-être se relire les choses des uns les autres, essayer d'avoir une espèce de ligne éditoriale en disant c'est des bouquins qui vont être donc que de la fantaisie adulte, qui pourront être très légers ou pas, mais qui seront avec on va dire, certaines prétentions littéraires, certaines prétentions de fond. Ça ne veut pas dire que ça va être des trucs absolument élitistes. Il y a le livre de Christophe, par exemple, quelque chose de très, très accessible, très grand public. Mais voilà, avec ces petites prétentions-là, on va dire. Et Audrey a lancé ce label. Et on a eu des très très bons retours sur les livres. Et c'est là que tu es intervenu. Et donc, c'est passé à l'édition traditionnelle. Le label Bad Wolf est devenu le label de fantasy des éditions actuelles. Comment est-ce que tu pourrais nous présenter un peu le monde et l'univers de la série, puis tes deux héros qui vont débarquer dans la baronnie? Alors, le monde, c'est un petit état, une petite monarchie fédérale. Il y a 5 baronnies et une capitale, qui s'appelle juste une capitale. Et en fait, ces baronnies, donc c'est fédéral, donc ils ont vraiment des systèmes politiques assez différents. En fait, ils ont cette unité autour de cette capitale qui leur permet de résister à des invasions qui, avant l'histoire que je raconte, étaient très 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 fréquentes, et là qui, au moment où l'histoire débute, n'ont plus lieu depuis une trentaine d'années. Et donc, c'est un pays qui s'est construit de manière très guerrière. Alors, pardon, c'est des invasions de personnes que eux appellent les mi-hommes, de manière très prétentieuse. C'est d'autres espèces humanoïdes, mais c'est un truc que j'aime bien. Il y a dans beaucoup de cultures humaines, il y a les gens qui s'appellent eux c'est les hommes, les autres c'est les étrangers, c'est des bestiaux, c'est des barbares, on ne sait pas. Et bon, en fait, ça va être plus utile que ça quand ça va se développer sur les tomes suivants. Mais donc, bref, ils ont ces invasions. Ils ont été construits de manière très guerrière, mais là, ça fait 30 ans qu'il n'y a plus d'invasion, et il y a toute une génération de jeunes gens qui n'ont jamais connu la guerre, mais qui en même temps ont été élevés dans cette culture assez martiale. Et le fait qu'il n'y ait plus de guerre, ça a vraiment favorisé le développement des arts, des sciences et tous les trucs cool qui peuvent se développer quand on se tape là-dessus. Mais d'un autre côté, il y a une espèce de peut-être mollesse et d'insouciance, mais pas forcément toujours dans le bon sens du terme. Il y a évidemment cette espèce de conflit générationnel qui est justifié par le fait qu'on ne sait pas quand les invasions vont reprendre. Et donc il y a mes deux héros sont un fils de baron qui n'est pas un héritier, qui est un second fils de baron qui lui est élevé vraiment dans cette culture martiale et tout, assez féodal, il a hérité de ses privilèges, mais en même temps il a vachement envie de mériter ses privilèges, parce qu'il a eu le temps d'y réfléchir, étant de cette génération-là. Et son meilleur ami est un gars qui s'appelle Telban, qui est un héritier de guildes, parce que donc l'autre puissance de ce monde-là sont des guildes marchandes qui sont toutes roturières, qui peuvent être tenues par des nobles s'ils héritent du titre, parce que c'est pas quelque chose qui s'hérite de père en fils ou de mère en fille, mais qui dans ce cas-là devront renoncer à leur titre. C'est quelque chose qui doit rester roturier, c'est le pouvoir roturier.
Et donc son meilleur ami est le plus jeune, un des plus jeunes en tout cas héritiers de Guild. Et c'est quelqu'un, lui, de très intellectuel, très libéral, très ouvert à plein d'idées, très beau parleur aussi, très charmeur. Il a le beau rôle dans Anastérie, mais c'est quelqu'un qui est vraiment biteinte. Enfin, beaucoup plus ambigu qu'il peut en avoir l'air. Et donc, c'est des personnages très différents. Et en ce temps de paix, voilà, c'est facile d'être pote avec quelqu'un qui a des convictions différentes. Si on se retrouve après sur l'essentiel, c'est voilà, au bout d'un moment, chacun son opinion, tout va bien. Mais quand les conflits commencent à arriver, ça va peut-être se passer différemment. Voilà. Il y a un jeu intellectuel où ils vont devoir trouver un petit peu la faille dans le système politique. Oui, de alors, la baronnie. En fait, donc, Anastérie, c'est le nom d'une de ces baronnies, et c'est la plus petite, mais c'est la plus évoluée avec plein de guillemets. C'est celle qui a le plus d'argent, c'est celle qui a le plus les sciences, c'est celle qui a le plus la culture, ils essaient de faire quelque chose d'assez utopique, mais tout en étant très rationnel. Ils essaient de faire, ils sont très taoïstes, ils essaient d'être les meilleurs eux-mêmes possibles, on va dire. Et c'est très agaçant pour les autres parce qu'ils y arrivent. Et donc, en tout cas, ils ont l'air d'y arriver. Et donc, ce jeune héros, mon héros Renato, je ne vais pas nommer, est envoyé par son père là, parce que bon, il a un petit peu déconné avec des notes défroquées et tout ça. Donc, l'idée, c'est plutôt de l'envoyer se calmer ailleurs, mais on lui donne un peu la mission d'aller espionner, parce que c'est une guerre, hein, c'est un état fédéral, ils sont alliés, mais c'est quand même bon. Et pour impressionner une jeune fille, il va essayer de trouver la faille. Ce qui l'agace déjà, mais là, voilà. Et en fait, c'est une baronnie très intellectuelle et tout, et cette jeune fille lui dit, si vous pensez que c'est pas possible, allez-y chercher. Et lui, encouragé comme ça, décide d'aller chercher la faille, sauf qu'en cherchant, il va trouver des choses, peut-être pas ce qu'on imaginerait. Et le problème, c'est qu'aller déstabiliser des puissances comme ça peut avoir des conséquences, évidemment, qui dépassent un peu le petit jeu de guerre. Quel était l'objectif? C'était de jouer avec une utopie. Est-ce que toi, en l'écrivant, tu savais déjà quelles étaient les failles? Oui. Alors, au début, c'était vraiment, oui, jouer avec une utopie, en fait, je me pose toujours la question de dire le système utopique qui marcherait, je ne vois pas comment ça pourrait être une simple démocratie, à moins que tout le monde soit... Moi, je serais plus vers la démocratie, même vers des systèmes plus anarchistes ou des choses comme ça. Mais je me dis, c'est des systèmes qui marchent à partir... Enfin, en tout cas, qui peuvent viser l'utopie, parce que c'est pas du tout... Enfin, on peut obligé de viser ça. Qu'à partir du moment où les gens sont très éduqués, et pas juste éduqués, mais avec énormément de recul sur eux, énormément... Et en fait, moi, je dis, tant que c'est pas ça, si on veut que ça marche, il faudrait plus un tyran éclairé. Quelqu'un justement qui lui a fait ce travail, qui sait s'entourer et qui va être capable à titre personnel de faire peut-être des choses pas très cool, mais pour que cette société marche. Donc au début c'était plutôt pour étudier ça, j'avais un autre projet de livre où c'était un sujet qui explorait plus justement le côté tyran, qui ne s'est pas encore fait. Au début c'était ça et après se sont greffés d'autres sujets, mais oui, l'idée c'était vraiment de jouer sur l'utopie. Et c'est un peu le côté, le prix de la paix? C'est le prix de la paix, oui, complètement. C'est le prix des convictions aussi. Parce que moi, pour fréquenter un peu des milieux militants, il y a vraiment la différence entre ce que j'appelle les idéologues, qui ont des principes qui sont vraiment, sans ironie, souvent très intéressants, mais qui confrontés à la pratique, en fait, quand on va se confronter à la pratique, il y a ceux qui restent les idéologues et ceux qui font des compromis. Et le compromis n'est pas forcément se trahir, à mon sens. Je pense que si une idéologie n'est pas capable de se plier à la réalité, c'est peut-être juste qu'elle ne marche pas en fait. Donc, et si on n'est pas capable de s'adapter, c'est peut-être que cette idéologie n'est pas si solide. Et si on a peur de s'adapter, ou si on pense que le compromis c'est se perdre, c'est peut-être qu'on n'est pas si sûr de soi. Donc je voulais explorer un peu ça avec ces barons qui, eux, savent très bien ce qu'ils veulent faire, savent très bien où ils veulent aller, savent très bien les compromis. C'est même pas des compromis d'ailleurs dans leur tête. Savent très bien dans le contexte dans lequel ils sont, par où ils doivent passer pour faire triompher ça et qui ne perdent jamais leur but de vue. Mais du coup, par contre, au niveau de leur entourage, ça va évidemment poser des problèmes.
c'est des puissants qui ne cherchent pas la gloire parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas l'avoir. Eux sont vraiment des instruments. Et ils ont décidé d'être des instruments, et du coup, de ce point de vue-là, je pense qu'ils, peu importe eux ce qu'ils vont devoir faire, sont des outils. Et donc voilà, ça va être un des questionnements au cœur du livre. Puisqu'on est sur un bouquin, il n'y a pas que ça, il y a aussi de l'aventure, oui. Il y a quelques combats. C'est aussi voilà, il y a du fight. Puisque c'est un bouquin qui parle de tout ça, de ces idéologies, de ces utopies, pourquoi la fantaisie? Est-ce que c'est parce que c'est un meilleur révélateur? Alors, il y a la réponse qui va faire classe et la réponse qui va faire courir. Alors, la réponse qui va faire classe, c'est celle que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça permet, très sérieusement, de créer ce recul, de ne pas aller explorer, de ne pas aller analyser un système politique et tout ça. La réponse qui va peut-être faire un peu plus flemmarde et tout, c'est que si je mets ça dans le monde réel, il faut que je me fasse tout un tas de recherches et que j'atteigne. Non, mais en plus, au-delà du fait que, très sincèrement, j'ai la flemme, il n'y a pas que ça, je pense que si je veux faire ça bien, il faut que j'atteigne un tel niveau d'expertise dans les sujets que je veux traiter pour au final faire quelque chose qui n'a absolument pas besoin que j'atteigne ce niveau-là. En fait, c'est juste, je vois pas. Je vois beaucoup d'avantages, beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages à les mettre dans le monde réel. Le fait de mettre dans un milieu de fantaisie me permet à la fois de m'épargner des recherches qui n'auraient pas d'intérêt pour mon propos. Si le propos était mieux dans la littérature générale, je l'aurais traité en littérature générale. Là, c'est juste que je serais obligée de le faire pour ne pas faire de bêtises. Et c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup de travail pour aboutir à quelque chose qui touchera peut-être d'une manière différente de ce que je voudrais. C'est un bouquin qui est beaucoup sur le recul sur soi et la société, donc je trouvais que c'était une bonne... Voilà. Là, on a une version papier, c'est un projet que tu portes depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, c'est ce que tu disais. Quel recul justement sur cette expérience, sur ces 15 ans qui viennent de se passer? C'est très bizarre parce qu'en fait, moi je viens de la bande dessinée à la base, donc ça fait une dizaine d'années que c'est mon métier d'écrire. Et en général, j'arrive à avoir pas mal de recul sur ce que j'écris. En fait, je pars beaucoup des personnages, je les travaille dans ma tête et tout, et j'ai pas une écriture super cathartique ou super intellectualisée. Et quand j'écris, ça se fait de manière assez instinctive parce que le travail a été fait en amont. Et du coup, quand je me relis, ça me permet, je pense, d'avoir un certain recul et voilà, de me rendre compte assez facilement ce qui fonctionne pas. Là, c'était très particulier parce que je l'ai tellement réécrit que c'était... j'ai eu énormément de mal à avoir, pour la première fois de ma carrière, à avoir du recul sur ce que je fais. Bon, s'il y avait un truc qui était complètement tourné, je le voyais quand même. Et du coup, c'était vraiment chouette d'avoir Audrey Alouette. Il y a eu d'autres gens avant elle, mais surtout elle qui m'a apporté un regard. En plus, elle, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément la même démarche que moi en tant qu'écrivain. Et donc, du coup, c'est elle qui m'a vraiment apporté ce recul dont j'avais besoin après tant de réécriture. Du coup, c'est un peu bizarre parce que là j'écris des choses complètement différentes maintenant, même si je continue la saga des Rhéteurs, parce qu'il y aura un livre dans chaque baronnie, si tout va bien. Et du coup, ouais, c'est particulier. Je sais pas, je suis contente et un petit peu distante en même temps. C'est très spécial parce que ouais, ça fait longtemps en fait que je l'ai fini. La réécriture, j'ai énormément réécrit l'année dernière. La narration a beaucoup changé, mais tout ce dont ça parle, c'était déjà là. Donc du coup, je suis assez dans l'expectative. Voilà, j'attends les critiques, quand ça sont bonnes, c'est cool. Mais c'est bizarre. Tu l'as dit, tu es scénariste de bande dessinée. En fait, tu es sur différents médias. Est-ce que c'est toujours le même processus créatif? Le processus créatif, oui. L'écriture elle-même, non, très différent. Le processus créatif, c'est toujours le même. C'est en fait, j'ai des idées qui viennent, je les mûris dans mon coin, en général sans prendre de notes, sauf quand j'ai une idée où je me dis, ah, il faudrait que j'ai cette scène-là, je le prends en note. Mais je mûris énormément, je parle beaucoup des personnages ou du propos que je voudrais avoir, et je mûris ça assez naturellement. Et après, je me mets à écrire quand j'ai vraiment quelque chose d'assez carré. Après, au niveau écriture pure, au niveau narration, non, c'est pas du tout le même. Alors, je veux pas du tout que ça sonne dépréciatif parce que ça l'est pas, mais c'est beaucoup plus fatigant intellectuellement d'écrire un roman.
En BD, bon, enfin, en plus, moi, je pense que naturellement, la force de mon écriture, c'était beaucoup les dialogues, donc en BD, c'était vraiment, c'était assez enfin, de ce point de vue-là, en tout cas, c'était simple pour moi. Tout ce qui a été mis en scène m'a demandé beaucoup plus de travail. Pour le coup, ça, c'était beaucoup plus facile en roman, mais c'est pas la même fatigue, c'est pas la même concentration. Et après, c'est des raisons bêtes. En BD, si on a fait la moindre bêtise, le bouquin, il fait entre 46 et 80 pages en général. Donc voilà, si on s'est planté dans le premier tiers, bon, c'est galère, mais ça va être quand même facile à rabouter. Là, en roman, il faut être vraiment au taquet, parce que si on plante quelque chose dans le premier tiers du bouquin et qu'on s'en rend compte quand on est à la fin, ça peut remettre tellement de choses en question et demander tellement de réécriture. Donc voilà, c'est plus des trucs d'assement pratiques comme ça. Le processus créatif, oui, il est bon. Un petit mot sur la suite, tout du moins le prochain volume. Là, je suis dessus, là. Ça va se passer dans une autre baronnie qui s'appelle Griche-Mère, et que tout le monde appelle Griche, mère, trait d'union, mère comme maman, parce que c'est une baronnie matriarcale, ou en tout cas matrilinéaire. C'est une société très machiste, enfin très machiste, très patriarcale en tout cas. Il y en a qui sont plus machistes que d'autres. Anastérie n'est pas spécialement machiste du tout, mais c'est un contexte très, très masculin, comme dans notre propre histoire médiévale. Et il y a cette espèce de baronnie qui est une île, comme par hasard, où c'est quelque chose de matriarcal, et ça va être pour moi assez intéressant je fréquente un peu les milieux féministes, et justement ça va être intéressant pour moi, je pense, de parler plus spécifiquement de l'idéologie par rapport à la réalité, et comment renverser une oppression sans en créer d'autres. Ou est-ce qu'une société peut se créer sans... parce que voilà, la société patriarcale, la suprématie masculine est complètement irrationnelle, mais est-ce qu'on peut créer une société, les fondements d'une société sans quelque chose d'un peu irrationnel, comme ça, pour que les gens se raccrochent? Est-ce qu'il ne va pas falloir partir sur autre chose? Notamment, c'est cette figure de la mère qui est pas plus... qui est un peu mythologique dans la manière dont elle est parfois mise en scène. Donc voilà, ça va être pour parler plus spécifiquement de ça. Et ça va être un héros très très différent de Reynaldo, quelqu'un qui est du peuple et qui est payé pour tuer des gens, et ça va être un peu plus bourrin, je pense aussi. Et voilà. On note plus bourrin. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Isabelle? Parce que je vous ai parlé d'une pause après. Personne? Une fois, deux fois, trois fois? Si, une petite question. Ça va. Ouais. Dans l'évolution de l'écriture, au départ, est-ce que c'était plutôt poser un univers et puis, d'une certaine façon, se faire plaisir, quelque chose de plus ludique, et peu à peu, avec la venue des thèmes et des personnages, refaçonner tout cet univers pour faire exister ces thèmes-là? Est-ce que c'est ça le processus? C'est limite fait plutôt dans l'autre sens. J'avais d'abord mes personnages, j'avais mon univers, mais mon univers était quand même très, très générique au départ. Je pense pas être spontanément une grande créatrice d'univers, c'est pas par là que c'est pas le truc qui titille mon imagination tout de suite, c'est quelque chose que je vais trouver plaisir à faire après, mais en général, au contraire, je parle plutôt des personnages ou du propos, même si là, en l'occurrence, oui, le propos sur la première version était pas assez carré, mais il était déjà là. Ah, okay. Là, ce qui m'a fallu, c'est rendre ça plus palpable, avec plus d'enjeux, justement pour que ça ait plus de substance et tout. Mais moi, je suis plus partie du propos des personnages. Y compris en termes d'univers, de précision dans la description de ces baronnies et de leur fonctionnement C'était beaucoup moins précis. Oui. C'était beaucoup moins précis. Avant, j'avais déjà ce système de baronnie, mais ça, c'est quelque chose qui m'a fallu plus intellectualiser justement après, justement en me disant, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir avoir dans l'univers qui va me permettre de dégager des choses intéressantes pour ce que je veux faire de ces personnages, ce que je veux faire de ces thématiques. Donc c'était plutôt comme ça. Quelqu'un d'autre? Eh bien, je déclare la pause ouverte. Merci Isabelle.